petite frustration de démarrer ce forum en visio, encore une fois, comme si on était encore en période de confinement. Mais donc cette fois-ci, c'est les grèves. Donc comme vous le savez, on a déjà dû reporter la session qui était prévue à l'automne. Bon, là, on est retombé dans une nouvelle période de grève et donc on a préféré le faire en visio, même si on perd tout le côté de networking qu'on peut avoir aux pauses et les rendez-vous d'affaires qu'on avait prévus. Puisqu'il y a tellement de grèves, je crois, en France, qu'on a de grandes chances de retomber sur une prochaine période de grève si on décale à nouveau. Donc voilà. Donc je suis Nathalie Tur, directrice du Carnot 3 Bécart. Je suis accompagnée là à l'écran de Luc Fiodo, directeur adjoint scientifique. Donc aujourd'hui, comme nous l'avons écrit dans l'édito du livret qui aurait dû vous être remis en papier à l'automne et qui est disponible sur notre site web, l'actualité de novembre dernier malheureusement résonne encore aujourd'hui et nous montre la pertinence de l'investissement des composantes de 3 Bécart sur les thématiques liées donc, aux bioénergies et bioproduits depuis plus de 10 ans. Donc, nos composantes ont réalisé des avancées notables sur la biomasse combustible, le biométhane, les carburants de première, deuxième et troisième génération, la pyrogazéification, le biohydrogène. Donc, vous en découvrirez quelques extraits au cours des sessions 2 et 3. Et la session 1 sera l'occasion de mettre en avant une autre voie possible. Donc les procédés électromicrobiens. Donc les biofilms électroactifs ont en effet de nombreuses propriétés électrocatalytiques potentiellement exploitables dans des procédés de transformation de la matière ou de l'énergie. Et enfin, donc ce matin, nous terminerons la matinée par une présentation de quelques outils ciblés de BPI France et de quelques offres technologiques. J'avais oublié d'avancer le programme, donc quand vous étiez inscrit, vous l'aviez vu, mais donc là, il a été forcément remis à jour pour être plus condensé dans le temps, pour tenir sur une matinée. Donc, je vais attaquer rapidement par une courte présentation du Carnot 3 Bécart. Alors, je pense que vous le savez, mais le label Carnot est un label d'excellence à la fois scientifique et partenarial. On a aujourd'hui 39 Carnots qui couvrent l'ensemble des secteurs d'activité que vous pouvez imaginer. Et c'est alors pour seulement 20% des effectifs de la recherche publique française, l'ensemble de ces chercheurs font 55% des contrats de recherche qui sont directement financés par les partenaires industriels, donc en B2B. Donc je le disais, il y a 39 Carnots qui couvrent l'ensemble des domaines d'activité que vous pouvez imaginer. Parmi ces 39, il y en a 5 qui sont portés par INRAE, donc 3 Bécart, donc on va parler un peu plus en détail ensuite, Caliment, donc qui est plus sur tout ce qui est alimentation, et puis un Carnot F2E sur tout ce qui est production animale, élevage, et Plante tout pro sur tout ce qui est production végétale. Et un dernier Carnot qui concerne l'eau et l'environnement. Alors également, sur ces 39 Carnots, nous travaillons en réseau, en fait, pour avoir une meilleure force de frappe, pour faciliter les interactions entre nos chercheurs, pour construire des projets de recherche amont qui vont vous permettre de générer des résultats qui vont vous intéresser demain pour monter des partenariats industriels. Donc 3 Bécart, on anime un réseau qui porte sur les produits biosourcés pour la bioéconomie. On est aussi membre d'un réseau sur la partie agri-food tech et puis un peu plus sur le sujet aujourd'hui, sur un réseau donc pour les énergies à faible impact carbone. Et donc là, vous avez la liste des Carnots qui travaillent sur ces thématiques de façon complémentaire. Sur 3 Bécart en particulier, donc 3 Bécart, c'est innover et soutenir l'émergence de la bioéconomie grâce aux biotechnologies et à la chimie verte. Donc pour les 3 grands domaines d'application, donc les 3 B de 3 Bécart, bioénergie, molécules biosourcées et matériaux biosourcés. Donc nos domaines de compétences vont de la production de la biomasse, on va ensuite fractionner, on a la bioraffinerie pour produire des syntons, les fonctionnaliser, également faire tout ce qui est formulation et mise en forme. Le tout dans un contexte d'éco-conception et de durabilité. Donc, dit autrement, un peu plus sous ce graphique, donc, vous voyez que tout ce qui est c'est biomasse au sens large, production végétale, coproduits, les déchets, le CO2,
et puis nos grands outils sur la gauche, hein, donc tout ce qui est biotechnologie verte, les biotechnologies industrielles ensuite, hein, pour fractionner, transformer, et toute la chimie verte avec les outils de thermochimie, mécanique, tous les procédés physiques. Donc pour arriver aux 3 grands domaines d'application. Voilà, donc 3 Bécart, c'est un réseau de 18 composantes. On dit composantes puisque on a une partie du réseau qui sont constituées de laboratoires de recherche et aussi de structures qui permettent de préparer au transfert technologique. Donc, ce sont nos CRIT, nos CRT, centres de recherche technique ou centres techniques industriels, démonstrateurs pré-industriels. Donc voilà, répartis sur différents pôles géographiques en France. Juste quelques chiffres clés. Donc là, ce sont les chiffres de 2021. On a un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros, donc directement avec les industriels, hein, sur des contrats en B2B pour un peu plus de 300 contrats. Et on a environ 600 ingénieurs et chercheurs permanents. Donc voilà, quasiment 200 familles de brevets et surtout donc, il y a un nombre de publications de rang A qui est assez élevé et qui démontre voilà, l'excellence scientifique des laboratoires. Je vais laisser la parole à Luc qui va faire un focus un peu plus sur la dimension scientifique. À toi, Luc. Merci Nathalie. Juste, ça va être très très rapide, hein, c'est juste pour repositionner le cœur scientifique de 3 Bécart, bien rappeler qu'on se trouve au cœur de la mise en place de la bioéconomie. Vous voyez ici un cycle parmi d'autres qui peuvent être proposés pour la bioéconomie, et on s'y intègre parfaitement, sachant que l'ensemble des composantes présentes au sein de 3 Bécart couvrent l'ensemble de ce cycle, hein. On a également des partenariats privilégiés euh, au sein des alliances, alors les réseaux des Carnot en particulier les 3 cités par Nathalie. On peut peut-être mettre l'accent sur ce cycle à travers 2 aspects. Alors, tout ce qui est en vert, vous voyez, c'est 3 Bécart et l'alliance produits biosourcés pour la bioéconomie. On est les leaders sur cette alliance. Et vous voyez également un périmètre un peu différent qui est en lien avec l'alimentation humaine et l'alimentation animale, sur lequel les coproduits qui sont initialement qui sont générés par ces industries se retrouvent intégrés dans le cycle de la bioéconomie et donc ce cycle de 3 Bécart. En l'occurrence, aujourd'hui, on souhaite faire un focus sur les aspects bioénergie, même s'il y a une grosse partie biomolécules. Et vous voyez, avec des niveaux de TRL, on va dire, décroissants, différents sujets sur lesquels on a eu à travailler et qui ont été mentionnés par Nathalie. Si on revient un peu plus concrètement sur les projets récents qui ont été soutenus, donc les projets 2022, vous voyez ici 6 projets, dont certains d'entre eux sont très proches, soit de la synthèse de biomolécules, soit indirectement liés aux aspects énergétiques, hein. Je pense en particulier à Metaspray. Alors, je ne passe pas en détail l'ensemble de ces projets, mais juste peut-être faire un focus ici sur les projets issus des 3 dernières années, portant sur les bioénergies. Donc, vous voyez qu'on a 4 projets récemment qui sont actuellement en cours et vraiment centrés sur les bioénergies. Je rajouterai juste un commentaire qui est que parmi les projets sélectionnés cette année, on voit également apparaître des projets directement liés aux bioénergies. Donc c'est vraiment une thématique qui reste présente au cœur de 3 Bécart, et le contexte, comme l'a rappelé Nathalie, le contexte économique ou politique font que nos problématiques vont rester d'actualité et que les équipes vont pouvoir s'investir sur ces problématiques-là avec, je le rappelle, mais même si on l'a déjà dit au niveau du séminaire, des facilités de montage de projets en intercarnot avec le jeu des réseaux on est impliqué dans 3 réseaux, comme l'a dit Nathalie, à raison d'1 partenaire sur chaque carnot ou plusieurs partenaires, mais à minima, un partenaire de 3 Bécart. Si, si vous souhaitez avoir plus d'informations, alors
C'est un site web, c'est le site web de 3 Bécart qui a été remis à jour par Coraline en début d'année, sur lequel vous pouvez retrouver toute l'information. Cette information, elle est complémentaire des informations classiques que vous retrouvez, hein, donc le livret du forum, les, le livret des brevets qui est mis à jour, et le rapport d'activité 2021 pour l'instant, puisque le 2022 sera mis à jour d'ici juin, en attendant les derniers chiffres sur les recettes. Voilà ce que l'on pouvait dire en introduction. Je pense qu'on peut tout de suite passer sur les aspects scientifiques et on va commencer par 2 présentations en lien avec les procédés électromicrobiens. Donc là, c'est un nouveau regard, hein, puisqu'on n'a pas l'habitude de traiter ça sous l'aspect bioénergie. Et on a 2 présentations, une du LGC et une de Prose. Une quinzaine de minutes de présentation, un jeu de questions-réponses, si possible dans le chat, de manière à ce que je puisse les communiquer à Benjamin et faciliter les échanges. Benjamin, the floor is yours, comme on dit. Merci Luc. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Benjamin Érable. Je suis chercheur CNRS au laboratoire de génie chimique à Toulouse. Et donc, je vais vous faire une présentation de la possibilité d'utiliser des procédés électromicrobiens en vue d'une intégration de ces procédés-là pour produire des bioénergies, ou alors on va voir aussi qu'il est possible d'utiliser ces procédés-là pour produire des synthons organiques pour la chimie durable. Donc, avant toute chose, il va falloir un petit peu que je vous présente ou vous rappelle ce qu'est le concept d'un biofilm microbien. Donc, on va partir sur une considération relativement basique. Lorsque l'on va mettre en contact un matériau solide avec un environnement non stérile, spontanément, naturellement, sur la surface de ce matériau, on va avoir un biofilm microbien qui va se former. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des micro-organismes qui sont dans cet environnement-là, qui vont venir coloniser la surface du matériau. Donc ça, typiquement, vous l'avez tous déjà observé, lorsque vous prenez un seau, vous mettez de l'eau dedans, vous laissez ça dehors chez vous, et puis quand vous revenez quelques semaines après, vous versez l'eau, vous touchez le fond du seau, puis il y a quelque chose de gluant qui s'est formé. Et ça, c'est un biofilm d'algues. Donc, c'est ce type de formation biologique qui va nous intéresser ici dans le concept de biofilm microbien. Donc, j'avais une jolie vidéo ici à vous montrer pour vous. Donc, là, ça ne va pas fonctionner aujourd'hui sous un format PDF, mais simplement, ici, c'était pour vous illustrer que cette formation de biofilm sur un matériau, c'est un système dynamique. Donc, le biofilm est un système vivant qui va évoluer au fur et à mesure de sa vie sur la surface du matériau. Donc, comme je le disais, c'est un mode de vie des micro-organismes dans l'environnement, donc cette formation de biofilm. Et on trouve ce qu'on va appeler des biofilms plutôt positifs et des biofilms négatifs. Donc, tout ce qui est biofilm négatif, c'est par exemple, vous le voyez ici, les biofilms dentaires. On vous demande ou on vous dit qu'il faut vous brosser les dents plusieurs fois par jour. C'est pour éviter justement la formation de ces films de micro-organismes sur vos dents qui sont à l'origine de la production d'acide qui va détériorer et favoriser la formation de caries. Et puis, on a également tout un pan de biofilms qui ont plutôt un rôle positif. Donc, par exemple, tous les processus d'affinage des fromages, ce sont des biofilms de micro-organismes qui vont catalyser certaines conversions chimiques et qui vont produire des arômes qui
qui vont donner des propriétés organoleptiques intéressantes au produit. Donc, la particularité des biofilms qui nous intéressent ici, ce sont les biofilms électroactifs. Donc, quelles particularités ont ces biofilms par rapport aux autres biofilms? Ce sont des biofilms qui vont se former sur la surface de matériaux dits conducteurs. Donc, ce sont des solides donc, qui vont pouvoir véhiculer des électrons, c'est-à-dire du courant électrique. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'exploiter donc ces biofilms dits électroactifs pour pouvoir catalyser des réactions électrochimiques à partir de ces biofilms. Donc, ces biofilms, ce sont des systèmes vivants qui vont catalyser des réactions électrochimiques. Et l'exemple que je vous donne ici sur ce schéma, ce sont des biofilms capables d'oxyder des molécules organiques présentes dans un environnement aqueux. Et l'oxydation donc de ces molécules organiques va générer un flux d'électrons qui va être capté par le matériau conducteur. Et ce flux d'électrons, c'est ni plus ni moins qu'un courant électrique. Donc, l'intérêt d'utiliser donc des biofilms électroactifs dans des procédés, c'est de pouvoir oxyder des molécules chimiques organiques et de convertir l'énergie chimique contenue dans ces molécules en énergie électrique. Donc, les applications majeures qui mettent en œuvre ces biofilms électroactifs sont listées donc ici à droite dans la slide. Donc, on a des applications pour fabriquer et concevoir des biocapteurs, puisqu'on a une réponse en courant qui est généralement proportionnelle aux molécules organiques présentes dans l'environnement liquide. On a également, comme on va produire ici un courant électrique, des applications donc dans les bioénergies, soit sous la forme directement de production d'électricité qui va pouvoir ensuite être stockée, mais également on a la possibilité, on le verra tout à l'heure plus en détail à travers les exemples de procédés que je vais détailler après, que l'on a la possibilité donc de produire des vecteurs énergétiques tels que de l'hydrogène ou du méthane vert. Également, après cette présentation, vous verrez la présentation donc, de Yannick Fayolle qui va vous montrer comment ces biofilms électroactifs peuvent être valorisés dans le cas de procédés donc, de traitement des effluents. Et également, je finirai ma présentation par vous montrer par quelle technologie il est possible d'utiliser ces biofilms électroactifs en vue de produire ou de synthétiser certaines molécules organiques. Alors, le premier exemple de procédé qui va exploiter les propriétés électrocatalytiques, donc des biofilms électroactifs, c'est le procédé de la pile à combustible microbienne. Donc ça, c'est par le biais de ce procédé-là qu'ont été découverts les biofilms électroactifs. Donc ça a été découvert à peu près autour des tout débuts des années 2000, donc il y a une vingtaine d'années. Donc le schéma, ici, vous voyez, pour ceux qui connaissent un petit peu les piles à combustible, on retrouve exactement ici le schéma d'une pile à combustible telle qu'on pourrait la trouver avec une pile à combustible à hydrogène, par exemple. La seule partie qui va différencier, c'est cette partie-là. La partie anodique où on va retrouver une anode, donc une électrode, qui va être recouverte d'un biofilm électroactif. Et ce biofilm électroactif, il va oxyder la matière organique contenue dans un effluent. Donc cette pile, elle fonctionne grâce à un combustible qui est un déchet. D'accord ? Donc, on génère de l'électricité à partir de la matière organique contenue dans un déchet ou dans un effluent. Donc, au niveau de la maturité donc, de ces technologies, je vous ai dit que ça faisait à peu près une vingtaine d'années que c'était étudié dans les laboratoires et les centres de recherche. Donc,
Tout ce qui est pile à combustible microbienne alimentée à partir de déchets, on va dire qu'aujourd'hui, on a un niveau de maturité qui est autour d'un TRL 4. Donc, on a des jolis prototypes de laboratoire qui fonctionnent très bien dans des conditions contrôlées, de température contrôlée, de pH contrôlé. Et on a tout un autre pan de piles microbiennes qui sont des piles microbiennes de terrain qui ne vont pas exploiter des déchets, mais qui vont exploiter de la matière organique dissoute dans des sédiments. D'accord ? Donc, ce sont des piles qui ont des applications précises dans des environnements marins. Ça, c'est une recherche qui est largement financée par l'US Navy aux États-Unis. Et ces systèmes-là sont beaucoup plus avancés en termes d'application, puisque vous pouvez voir qu'on est plutôt sur des TRL autour de 6-7 avec des systèmes qui sont déjà implantés sur le terrain et qui ont démontré des opérations sur des temps longs de l'ordre de plusieurs années. La technologie suivante, donc c'est la production d'hydrogène vert par la technologie de l'électrolyse microbienne, également appelée bioélectrolyse. Vous voyez ici exactement le même schéma que je vous ai présenté auparavant. La seule différence, c'est qu'ici, on ne va pas récupérer de l'électricité, mais au contraire, on va injecter un surplus d'électricité. C'est-à-dire qu'on n'a pas un système de pile, mais cette fois-ci, on va avoir un système d'électrolyseur. Et lorsque l'on injecte de l'électricité dans le système, on va générer de l'hydrogène à la cathode. C'est exactement le même principe que la pile à combustible à hydrogène. Quand on l'utilise en pile, on utilise l'hydrogène combustible et on produit de l'électricité. Lorsque l'on utilise une pile à hydrogène en mode inverse, c'est-à-dire qu'on injecte de l'électricité dedans, on génère de l'hydrogène. Donc là, c'est pareil. Donc le bilan de cette technologie, c'est à l'anode, on alimente le procédé avec des déchets organiques. On va récupérer une partie de l'énergie chimique stockée dans ces déchets-là et on va le convertir en électricité. Et grâce à cette électricité donc d'origine chimique et de l'électricité plutôt, on va dire, d'énergie renouvelable, on va combiner ça pour générer de l'hydrogène sur la cathode. Donc, on a l'habitude de dire, nous, qu'on produit de l'hydrogène vert que l'on qualifie de déchets sourcés, d'accord, puisqu'on va récupérer une partie de l'énergie provenant donc des déchets. Et surtout, l'intérêt, c'est ce qui est écrit là. On produit de l'hydrogène vert à très faible coût. D'un point de vue théorique, l'analyse thermodynamique donc, de ce procédé nous dit qu'on produit de l'hydrogène qui est 10 fois moins cher que le procédé d'électrolyse conventionnel. Pour vous démontrer ici qu'il y a un intérêt d'utiliser cette technologie pour pouvoir exploiter, valoriser les effluents et les déchets, vous avez ici un exemple qui est calqué sur le traitement des eaux usées domestiques. On va considérer ici dans ce schéma le traitement de 200 mètres cubes d'eau usée. Donc 200 mètres cubes, ça correspond à la production d'eau usée de 1000 habitants sur une journée. Les procédés aujourd'hui qui sont utilisés pour traiter les eaux usées, c'est majoritairement des procédés biologiques. Donc on parle de traitement aérobie, c'est-à-dire un traitement par des populations microbiennes aérobies qui vont utiliser donc de l'oxygène pour traiter la charge polluante des eaux usées. Ce qu'il faut retenir, c'est juste ce qui est encadré rouge ici. Pour traiter 200 mètres cubes d'eau usée, on va consommer l'équivalent de 120 kWh d'électricité pour traiter les eaux usées dans une station d'épuration. Donc ça démontre que le traitement de nos eaux usées a un coût pour la société.
D'accord ? On estime que dans les pays en voie de développement, cela peut représenter environ 1% de la consommation énergétique globale d'une municipalité. Dans les pays développés, ça peut représenter jusqu'à 5% de la facture électrique. Si on change de concept et qu'on essaie donc de valoriser cette fois les eaux usées par une technologie donc de bioélectrolyse, c'est-à-dire qu'on va utiliser donc la matière organique comme un entrant dans le process et on va valoriser cette matière organique, on peut voir lorsque l'on fait le bilan énergétique du procédé qu'on a cette fois-ci un bilan qui est positif. D'accord ? On a considéré dans ce calcul-là que l'on brûlait simplement l'hydrogène généré et qu'on a retiré donc l'énergie de combustion de l'hydrogène. Donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment un intérêt économique et stratégique de changer d'ambition sur la valorisation donc énergétique des eaux usées. Donc en termes de développement, vous voyez ici différents types de prototypes développés en laboratoire dans notre labo, dans notre équipe au laboratoire de génie chimique. On a, vous voyez ici, un niveau de maturité que j'estime à un niveau de TRL 4, avec des dispositifs et des prototypes de laboratoire qui ont démontré leur capacité à produire de l'hydrogène en laboratoire sur des temps longs. Par exemple, vous voyez cette cellule qui a été développée dans le cadre d'un projet européen assez récemment. C'est une cellule qui a un volume utile de 12 litres et qui est capable de traiter plusieurs dizaines de litres d'effluents par jour. Aujourd'hui, on a sur cette technologie, on a intégré donc la plateforme hydrogène de Toulouse, qui va être transformée en technocampus hydrogène à l'horizon 2026-2028. Et dans ce cadre-là, on espère encore pouvoir monter en échelle avec le développement donc de bancs d'essai pour pouvoir intégrer cette technologie de bioélectrolyse et d'optimiser différents composants de cette technologie. Je vais finir ma présentation par un dernier procédé, le procédé d'électrosynthèse microbienne. Donc, vous retrouvez ici dans ce procédé la première partie ici qui correspond à la génération d'hydrogène par bioélectrolyse. Et cette génération d'hydrogène par bioélectrolyse, elle va se poursuivre par une seconde étape qui est une étape de fermentation des gaz. Dans ce processus-là de fermentation des gaz, il s'agit donc de mettre en contact des micro-organismes, du CO2 et de l'hydrogène, et les micro-organismes vont assurer l'hydrogénation du CO2, c'est-à-dire qu'ils vont réduire le CO2 pour générer des molécules organiques. Donc si on fait le bilan de ce type de technologie, on a d'un côté un déchet que l'on va oxyder, on a du CO2 que l'on fait réagir avec de l'hydrogène, on a un petit apport d'énergie, donc d'électricité renouvelable, et ce qui ressort du process, ce sont des molécules organiques qui ont des applications derrière en chimie durable. Donc on est ici sur un procédé de bioraffinerie environnementale, puisqu'à partir de déchets organiques bruts, on va générer ici des molécules qui ont, on cherche à produire des molécules avec une pureté importante. Donc, sur cette technologie-là, le Carnot 3Bécart nous a financé un projet de ressourcement, le projet ICI. Donc, ICI, c'est l'acronyme de synthèse bioélectrochimique d'hydrogène soluble pour améliorer la réduction du CO2 en syntons. Donc, dans ce procédé-là, nous avons associé les compétences donc, de laboratoires toulousains, donc le LGC et son équipe ingénierie des biofilms que j'anime,
qui est plutôt experte de la partie production d'hydrogène par bioélectrolyse, et le TBI, et l'équipe de Claire Dumas. Donc le TBI, c'est pour Toulouse Biotechnology Institute. Et eux, ce sont donc une équipe qui est spécialiste de la fermentation des gaz. Donc tout l'enjeu de ce projet-là, c'est de développer en fait un procédé intégré dans lequel on va combiner donc les deux étapes d'électrosynthèse microbienne pour produire donc des molécules organiques à partir de CO2 et d'hydrogène produits par bioélectrolyse. Je vous remercie de votre attention et bien évidemment, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci Benjamin pour cette présentation qui est très claire, très pédagogique, avec les trois options possibles pour l'utilisation des différentes configurations. J'ai deux questions dans le chat, enfin pas le chat, mais la rubrique questions. La première question est d'Yves Arnaud. Avez-vous des industriels qui utilisent ces biofilms électroactifs dans leurs procédés? Donc j'ai bien noté que tu avais mentionné la Navy, mais je ne sais pas si c'était à l'échelle industrielle ou si c'est exploratoire. Alors, la Navy, ce sont effectivement les piles à combustible les plus avancées. Donc, ce sont ce qu'on appelle les piles à combustible benthiques. Donc, ça, c'est uniquement dédié à des applications en mer. Ça produit vraiment des très petites quantités de courant électrique et ça a pour objectif d'alimenter des capteurs distribués. D'accord, donc pour faire des mesures un peu partout à l'échelle des océans ou des mers. Et bien évidemment, l'US Navy a plutôt une stratégie militaire d'application donc de ces piles, donc plutôt à caractère secret, mais on estime que c'est pour d'avoir des capteurs un peu partout pour faire la détection de présence de sous-marins, de bateaux militaires, de choses comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de pile-là implantée en mer, ça fonctionne pendant des années de façon complètement autonome. Et ce n'est pas une technologie très sophistiquée. Avec 2 morceaux de carbone et 2 fils électriques, on peut presque faire ce type de pile. Oui, on s'éloigne un peu de la bioéconomie. Oui, tout à fait. Non, ça, c'est pas... Alors, c'était vraiment pour situer qu'il y avait vraiment que ça aujourd'hui qui était mature pour être commercialisé et que tout ce qui est en lien avec la valorisation donc des déchets ou de la biomasse, c'est encore un niveau transitoire entre le laboratoire et le passage à une validation sur site industriel. Néanmoins, tu as mentionné des TRL qui sont entre 4 et 6. Et il y a une question qui vient d'être posée qui est fait écho.
d'origine sur les électrodes et ceux naturellement présents dans les déchets. Donc, notre stratégie, c'est d'aller dans le déchet à valoriser et d'aller dans ce déchet-là extraire les micro-organismes d'intérêt, puisque tout environnement a le potentiel pour contenir des micro-organismes électroactifs. C'est juste qu'il faut les bonnes conditions pour pouvoir les sélectionner. Il y a une autre question qui a été posée par Stéphanie Baumberger, qui porte sur le bilan thermique. Donc, la chaleur ne peut-elle pas être récupérée dans le cas d'un traitement classique des eaux usées? Alors, je pense qu'elle fait écho au bilan que tu présentais, c'est-à-dire une consommation d'énergie de 120 kWh pour le traitement de 200 m3 dans le cas des boues activées, versus une production positive de 100 kWh. Il y a bien évidemment d'autres procédés qui permettent de valoriser soit sous forme énergie, soit sous forme matière, les eaux usées. Donc, effectivement, il y a bien d'autres possibilités d'exploiter les eaux usées pour les valoriser. Ça peut faire partie également, la récupération de chaleur peut également faire partie d'un mix à combiner pour pouvoir valoriser les eaux. Une conception rationnelle de ces systèmes de traitement. Effectivement, on doit passer sur la présentation suivante avec Yannick. Là, je pense que c'est un message subliminal de Coraline qui m'est envoyé. Et je voulais quand même poser une petite question. La première, elle porte sur les matériaux utilisés pour les électrodes. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont conduits là-dessus et quels sont les cahiers des charges imposés à ces matériaux-là? Et ensuite, sur les bioperformances rapportées sur la production de biohydrogène, j'ai vu que tu avais distingué boue activée et bioélectroconversion avec des teneurs en DCO, des concentrations en DCO très différentes. Pourquoi cette nuance? C'est inférieur à 1,5 kg par mètre cube dans un cas et inférieur à 3. Alors, la première question, les matériaux industriels très basiques, matériaux carbonés, matériaux type acier inoxydable, donc matériaux assez bon marché. Et pour la seconde partie concernant les flux de DCO, je n'ai pas trop saisi de ce dont tu parlais parce que… En fait, sur ton tableau, ce que j'avais noté, c'est que tu présentais des performances, mais avec une DCO, dans le cas des boues activées classiques, inférieure à 1,5 kg par mètre cube, alors que sur les procédés bioélectrochimiques, tu présentais une DCO inférieure à 3 kg par mètre cube. Ouais, alors, je pense parce que on a eu un projet où l'ambition du projet, c'était de valoriser les effluents les eaux usées domestiques. Donc là, on est sur des niveaux de charge en DCO assez basses, c'est un milieu plutôt dilué. Et on a eu un projet, notamment en collaboration avec l'unité PROS, là, avec l'équipe où Yannick travaille, l'ambition, c'était de valoriser des biodéchets, donc biodéchets de restauration ou plutôt, on va dire, des effluents, des milieux très, très chargés en matière organique. Donc, c'est peut-être là qu'il y avait ces chiffres-là, mais… C'était juste un complément d'information. Merci encore, Benjamin, pour cette intervention vraiment très pédagogique. Merci à vous. On poursuit avec Yannick, donc de l'unité PROS, qui est basée à Antony. Et Yannick, je te donne tout de suite la parole. Merci beaucoup, Luc. Tout d'abord, merci à 3Vcar de me permettre de faire la présentation dans le cadre du séminaire aujourd'hui. Vous m'entendez bien? J'ai pas demandé. Oui, merci. Moi, ma présentation va venir un petit peu en complément de celle de Benjamin. Comme Benjamin l'a précisé, il y a différentes voies un peu pour l'utilisation
de ces biofilms électromicrobiens. Et donc, moi, je vais vous présenter plus une application de ces aspects-là sur une partie traitement des eaux usées et plus dans l'utilisation en fait, de ces biofilms électromicrobiens dans un souci de limitation de la consommation énergétique. Et donc là, je vais vous parler plus précisément d'un projet qui s'appelle Biotuba et sur lequel on cherche à intégrer des tubas électromicrobiens. Donc, je vais préciser en quoi ça consiste. Dans les procédés de traitement des eaux plutôt classiques, de façon à limiter leur consommation énergétique. Et donc, tout ça est réalisé dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle Biotuba et qui implique donc à la fois l'unité PROS, dont je fais partie et qui travaille sur des biotechnologies environnementales, le laboratoire de génie chimique et l'équipe de Benjamin, le SIAP, qui est un syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne, et Systémique, qui est une PME toulousaine basée qui travaille sur le développement de technologies. Donc, pour ce qui est du contexte, donc moi, le projet va se situer sur la partie traitement et valorisation des eaux résiduaires urbaines, hein, donc sur ce qu'on appelle communément les stations d'épuration. Et donc, plus précisément, sur un aspect qui est les procédés biologiques aérobies pour l'oxydation de la matière organique et l'ammonium. Et donc, plus classiquement, enfin, il y a différents types de procédés qui peuvent être utilisés sur les stations d'épuration pour traiter cette matière organique et éventuellement les formes azotées s'il y a un besoin de traitement de formes azotées. Et donc, assez communément, on va retrouver un procédé qu'on va appeler le procédé à bout activé, hein, qui va être un procédé sur lequel on va chercher à générer et faire une culture libre de micro-organismes qui vont permettre, sous conditions aérobies, d'oxyder la matière organique et donc de procéder à son traitement, de faire sa transformation en CO2. Et donc là, comme l'avait mis en évidence Benjamin dans le cadre de sa présentation, il y a un réel impact énergétique de ce traitement des eaux avec une forte consommation énergétique liée à ces procédés aérobies. Donc, la quantification, j'utilise des données un petit peu différentes de Benjamin et une autre façon d'exprimer cette consommation énergétique. Mais au sein de ces procédés aérobies de traitement des eaux, le procédé bout activé est un des procédés les moins consommateurs en termes énergétiques, mais tout de même, il va représenter 3,2 kWh qui vont être consommés pour le traitement d'1 kg de DBO5 éliminé. Et donc, la DBO5, c'est la partie, la demande biologique en oxygène, et donc qui va être une partie, on peut l'imaginer comme une partie de la DCO qui va correspondre à la fraction biodégradable. Et donc, pour pouvoir éliminer 1 kg de cette DBO5, on va avoir besoin de 3,0 kWh. Et associé à cette consommation énergétique, les apports en oxygène qu'on va réaliser de façon à l'aide d'une aération forcée, enfin en utilisant des surpresseurs d'air de façon à diffuser et à transférer de l'oxygène au liquide pour pouvoir alimenter les micro-organismes en oxygène. Ça a représenté quasiment de 50 à 70% de cette consommation énergétique. Donc en fait, si on veut arriver à limiter la consommation énergétique au sein des stations d'épuration, il faut vraiment arriver à limiter la consommation énergétique liée à cette aération. Et après, juste pour préciser un petit peu qu'est-ce qui est responsable de cette consommation énergétique. Donc, ça va être lié à l'utilisation de ces micro-organismes qui vont être contenus dans les eaux usées, qu'on va faire croître au sein des stations d'épuration, qui vont floculer, qui vont générer une biomasse libre. Et donc, c'est au cours de ces processus microbiens, donc, les micro-organismes vont utiliser la matière organique et produire du CO2 et des ions H+, mais ils vont avoir besoin d'un accepteur d'électrons qui va être généralement l'oxygène pour pouvoir évacuer leurs électrons suite à cette dynamique microbienne. Et le problème qu'on va avoir dans ces procédés-là, c'est qu'on va avoir besoin de faire une distribution relativement homogène sur l'ensemble du réacteur, donc sur des très grands volumes, sur des bassins de plusieurs milliers de mètres cubes, sur lesquels on va avoir besoin de faire une distribution homogène de l'oxygène, et donc qui vont générer des consommations énergétiques très importantes. Et donc c'est là qu'après est venue l'idée d'intégrer des biofilms électromicrobiens et des procédés électromicrobiens pour la limitation de cette consommation énergétique.
et notamment le procédé Biotuba. Donc, c'est dans le cadre de recherche qui avait été effectuée au LGC par l'équipe de Benjamin. Donc là, sur la partie droite, enfin la figure à droite, on a une courbe classique d'évolution en fonction de la résistance entre une anode et une cathode, de l'évolution de la densité d'énergie en rapport avec la densité de courant qui va être produite. Et donc, plus on va se déplacer vers la droite, c'est plus on va diminuer en fait la résistance qui va être imposée au niveau du système. Et on s'aperçoit que plus on va diminuer cette résistance, donc on va avoir premièrement une augmentation de l'énergie qui va pouvoir être récupérée. Mais si on continue, on s'aperçoit qu'on va continuer à augmenter la densité de courant. Et donc là, ça va correspondre jusqu'à aller à un système qu'on va mettre en court-circuit. Et en fait, cette densité de courant va être significative d'une plus forte oxydation de la matière organique au niveau de l'anode. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher dans le cadre du Biotuba. On ne va pas chercher du tout à générer de l'énergie à l'aide de notre procédé, mais c'est plutôt à maximiser l'oxydation de la matière organique qu'on va pouvoir faire au niveau d'une anode microbienne. Et donc là, ce qu'on va voir sur la partie gauche du slide, c'est une représentation un petit peu schématique du procédé Biotuba. C'est donc on va chercher à mettre un matériau conducteur le long d'un gradient d'oxydoréduction, donc avec plutôt en partie basse d'un ouvrage une zone anaérobie dans laquelle on ne va pas avoir d'accepteur d'électrons, une absence d'oxygène, et sur lequel on va chercher à faire de cette oxydation de la matière organique. Les électrons vont transiter au travers du matériau conducteur jusqu'à une zone sur laquelle on va avoir une accessibilité à l'oxygène. Et donc là, on va pouvoir réduire cet oxygène et évacuer ces électrons. Et donc ça, c'est tout le concept du Biotuba et c'est ce qu'on va chercher à faire au sein de notre procédé. Et donc, suite à cette preuve de concept, on a décidé de mettre, enfin en tout cas on a été contacté par le laboratoire de génie chimique et on a commencé à travailler sur la définition d'un nouveau projet. Et donc on avait soumis à l'ANR et on a obtenu le financement pour un projet qui a commencé maintenant il y a 5 ans qui s'appelle Biotuba, qui réunit un certain nombre de partenaires. Et donc les objectifs de ce projet étaient à la fois de comprendre un peu les mécanismes électrochimiques et microbiens couplés au sein de ce procédé. Donc d'aller regarder un petit peu les biomasses qui étaient en présence et les mécanismes électrochimiques associés. Le second point était de concevoir, donc de savoir un petit peu comment on pouvait designer ces électrodes, également de définir un petit peu les outils de design du procédé si on cherchait à réaliser une montée en échelle. Et ensuite, d'aller jusqu'à commencer cette montée en échelle et évaluer ce système dans des conditions représentatives pour pouvoir le comparer avec des procédés plutôt classiques, quantifier ses impacts. Donc ça, c'était tout l'objectif du projet. Donc dans le cadre de ce projet-là, je vais vous présenter un petit peu la façon, enfin en tout cas trois éléments et trois grandes questions en fait qu'on avait pu se poser. Donc là, le premier point, c'est un des éléments qui a été mentionné dans le cadre des questions, et donc notamment sur le maintien de l'activité microbienne dans le temps. Et en fait, du fait que le Biotuba est d'une conception assez simple, on s'était dit qu'on allait pouvoir se concentrer sur des aspects un petit peu plus opérationnels peut-être du procédé, et notamment sur la question de comment on peut arriver à maintenir ces biofilms microbiens. Et donc, on est parti sur une voie qui était celle de impliquer les écoulements, donc savoir en fait quelle vitesse on pouvait avoir imposé au niveau des électrodes, de façon à générer des cisaillements et de pouvoir renouveler le biofilm dans le temps. Et donc là, les questions qu'on pouvait considérer, on réalise actuellement une thèse qui est en cours de finalisation sur ces aspects-là, c'était de savoir un petit peu quelles conditions hydrodynamiques on pouvait appliquer, quel allait être leur impact sur la croissance et la maturation du biofilm en fonction des conditions hydrodynamiques qu'on allait pouvoir imposer. Et donc pour cela, on a conçu un réacteur innovant à hydrodynamique contrôlée dans lequel on allait pouvoir installer des électrodes de relativement grande taille de façon à avoir des conditions opérationnelles variées
en fonction de différentes conditions hydrodynamiques et de pouvoir suivre un peu l'activité microbienne au cours du temps. Et donc, pour ça, on a alimenté notre réacteur en eau usée réelle, supplémenté en acétate de façon à ne pas être en conditions limitantes par rapport à la demande biologique la demande biologique en oxygène, excusez-moi. Et donc, on a pu étudier pour différentes conditions électrochimiques, différentes conditions hydrodynamiques au cours du temps, notre procédé. Et donc, le paramètre qu'on va suivre dans ces conditions, et pour suivre un petit peu le procédé, il y a différentes caractérisations électrochimiques qui peuvent être faites. Mais là, dans le cadre de ce que je vous présente, là, le graphique qu'on voit, c'est la densité de courant, donc qui va représenter l'intensité rapportée à la surface d'électrode qu'on va avoir développée. Et donc, on a suivi cette densité de courant au cours du temps pour différentes conditions hydrodynamiques, donc différents cisaillements qui vont être appliqués au niveau des électrodes. Et là, c'est représenté en fonction de différentes vitesses de rotation en fait, de notre système qui vont impliquer différentes vitesses. Et donc là, ce qu'on a eu comme résultat et qu'on met en valeur actuellement, c'est qu'on a validé en fait notre système expérimental qui nous permet d'avoir des résultats reproductibles pour des mêmes conditions opératoires et qui permet d'effectuer cette étude de l'évolution des propriétés du biofilm au cours du temps. On a pu également étudier la phase de croissance avec une première phase de montée de cette intensité liée à le développement de biofilms électroactifs au niveau des électrodes, puis une phase de décroissance progressive de l'intensité, également affectée par un impact du potentiel qu'on va appliquer au niveau des électrodes. Et ensuite, on a eu toute une phase de maturation sur laquelle on a appliqué différentes conditions hydrodynamiques. Et donc là, on s'est aperçu qu'on avait une influence ponctuelle sur l'intensité qui allait être générée, donc avec un effet quand même sur notre biofilm du fait qu'on allait avoir des décrochements qu'on a pu constater aussi par la modification en fait, des sorties qu'on avait de notre réacteur. Mais on s'est aperçu aussi, parce qu'on a fait des caractérisations des micro-organismes qu'on pouvait avoir au niveau de nos électrodes, et on s'est aperçu qu'on modifiait aussi les dynamiques microbiennes. Donc en fait, on a bon espoir que ce travail sur l'hydrodynamique nous permette d'arriver à gérer ces biofilms microbiens au niveau de ces électrodes microbiennes. Un des autres aspects qu'on met actuellement en valeur, c'est les premiers concepts du biotuba et les premières caractérisations un petit peu de son activité. Donc là, ce qui est représenté, c'est des manips qui ont été faites au laboratoire de génie chimique. Donc sur un concept de biotuba simple, hein, donc sur une colonne sur laquelle on avait une alimentation en eau usée, dans lequel on avait une électrode qui était positionnée sur toute la hauteur du réacteur. Et donc, il y avait la possibilité au sein de ce réacteur d'alterner des conditions aérobies au niveau de la surface et des conditions anaérobies au sein du réacteur. Et donc là, ce qu'on voit sur les résultats qu'on obtient, c'est ce qu'on voit sur la droite du document. Donc, les lignes en train de continu, c'est l'évolution du potentiel en circuit ouvert du biotuba. Et les points qu'on va voir, c'est les points d'abattement de la DCO qui vont avoir été mesurés, avec ceux en vert pour le contrôle et ceux en jaune pour le biotuba. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a une phase d'activité en fait en fonction des conditions d'aération qu'on va pouvoir effectuer, qui vont coïncider avec les phases sur lesquelles on va avoir ce traitement de la matière organique qui va être fait. Et en comparant en fait le contrôle avec le biotuba, on voit un réel impact de la présence de l'électrode et du procédé biotuba sur l'abattement de la matière organique. Un des autres aspects qui est important, c'est de comment au sein de notre procédé arriver à apporter et à donner une accessibilité à l'oxygène sans avoir recours à ces systèmes d'aération forcée. Et donc pour ça, il y a une technologie également qui a été développée dans le cadre des recherches qui ont pu être effectuées au sein du LGC, d'électrodes tridimensionnelles capillaires
qui permet à la fois de coupler des mécanismes sur lesquels on va avoir par capillarité une remontée de la matière organique au sein d'une zone qui va être positionnée en dehors du liquide, et sur lequel on va avoir un développement de micro-organismes, une oxydation de la matière organique directement liée à la présence de l'oxygène, mais cela couplé aussi avec une remontée des électrons le long du système le long de l'électrode pour évacuer ces électrons en lien avec l'accessibilité à l'oxygène. Et donc là, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on avait la possibilité d'augmenter très fortement les performances de traitement en intégrant cette technologie, tout en réduisant la quantité d'oxygène qu'on allait avoir besoin d'apporter. Et donc, tous ces travaux qui ont pu être effectués à l'échelle laboratoire, on a synthétisé en fait l'ensemble de ces évolutions qu'on a pu voir au sein du projet, pour en fait les synthétiser sur un objet d'étude qui maintenant va être un pilote de plus grande taille, semi-industriel, de 500 litres, sur lequel on va avoir la possibilité de tester l'ensemble des configurations qu'on a pu évaluer à l'échelle du laboratoire, pour pouvoir par la suite le comparer avec les systèmes plutôt classiques à bout activé. Donc là, on a un pilote modulable qu'on va opérer sur une période d'1 an à compter du mois de mars de cette année. Et donc pour conclure, donc là on est actuellement sur un état de TRL de l'ordre de 5, puisqu'on est sur un système sur lequel on travaille sur la montée en échelle et on va travailler dans des conditions représentatives. Donc on est sur le passage entre 4 et 5. On a réellement pu identifier des éléments de design, des voies de limitation des apports forcés en oxygène, et également des façons d'opérer les réacteurs de façon à jouer sur les dynamiques des communautés microbiennes. On a conçu un système qui nous permet de travailler à une échelle plus représentative, et maintenant il nous reste à évaluer ce système dans ces conditions sur une alimentation en eau usée de façon continue sur du long terme. Voilà, j'en ai fini. Merci Yannick. On va prendre quand même 2-3 minutes peut-être pour voir s'il y a des questions. Il n'y en a pas actuellement dans le chat, mais concernant le dispositif que vous avez mis en œuvre à Prose, le système Couette, Oui. Si j'ai bien suivi, un des enjeux est de bien gérer la zone aérobie et anaérobie. Alors, là, dans ce cas-là, on cherche… Alors, c'est des réacteurs qui ont travaillé purement en conditions anaérobie. Donc là, ce n'est pas des réacteurs dans lesquels on va avoir une accessibilité à l'oxygène, on va être purement en anaérobie. Et donc là, l'idée, c'était vraiment… On ne travaille pas selon le principe du biotubat directement, mais c'était vraiment pour se concentrer sur le développement des biofilms des biofilms électromicrobiens au niveau de la surface des électrodes, savoir un petit peu la façon dont on allait pouvoir les gérer. Et les vitesses d'agitation que vous avez retenues correspondent à quel ordre de grandeur en termes de cisaillement? Parce que vous êtes entre 5 et 280 RPM. Ça fait un facteur 60 sur les vitesses de rotation. En termes de cisaillement, c'est quel ordre de grandeur? Ouais, alors on va monter jusqu'à 5 Pascal sur les cisaillements maximum. Ouais, en contrainte. Et après on descend sur des contraintes assez faibles de l'ordre de quelques millipascales. Et dans les performances que tu as rapportées, alors vous avez fait 2 runs avec un début à 5 RPM et un final avec 5 RPM, avec des performances très très différentes. Ouais. Oui, tout à fait. Alors donc là on est sur un système qu'on a opéré de façon continue. Donc on avait en fait on part toujours sur la même base.
on a initié en fait le démarrage et ensuite on a fait évoluer ce biofilm au cours du temps. Donc ça, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'à la fois sur cette dernière partie, après avoir imposé des conditions de cisaillement importantes, on avait un détachement important du biofilm. Et une fois qu'on est revenu à ces conditions de cisaillement beaucoup plus faibles, on a vu un redémarrage en fait et une remontée de cette intensité. Donc avec une recolonisation a priori et un redémarrage de l'activité, donc ce qui nous laisse espérer le fait qu'on puisse arriver à gérer le biofilm en fonction de ces contraintes de cisaillement. Et donc là aussi, le travail qu'on effectue actuellement, et on a modifié notre réacteur aussi en fonction de cet objectif, c'est de travailler sur la croissance du biofilm, et donc de pouvoir faire des études assez rapides sur la croissance du biofilm pour différentes conditions de cisaillement. Donc là, en fait, on a fait un réacteur sur lequel on avait la possibilité d'avoir des électrodes interchangeables, de façon à pouvoir étudier plus cette phase de croissance et partir sur des bases un petit peu différentes, donc peut-être sur des biofilms plus structurés de façon initiale, puis après une croissance par la suite dans des conditions hydrodynamiques. D'accord, donc ce qui fait écho à ce que mentionnait Benjamin, c'est-à-dire des cinétiques très lentes, mais qui nécessitent d'être étudiées spécifiquement. Oui, tout à fait. Il y a une dernière question, Coraline, même si on se fait que 5 minutes de pause. Il y a une dernière question de Cédric Boisard que je voudrais quand même mentionner. C'est vous avez évoqué une consommation standard de 3,2 kWh par kilo de DBO5 pour le procédé boue activé. Avez-vous modélisé, mesuré la réduction de consommation d'énergie liée à votre biotuba et pour quel coût? Oui, alors pour l'instant, on a des résultats uniquement à l'échelle laboratoire et qu'on ne sait pas du tout représentatifs. Donc, en fait, on ne part pas sur ces bases de dimensionnement, mais en tout cas, avec l'apport en fait, de l'électrode émergée, on est en mesure d'évaluer des réductions très importantes. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout en mesure de le modéliser totalement et de pouvoir générer des critères de dimensionnement par rapport à ces aspects-là. Mais notre objectif, c'est de le réduire de façon drastique. Donc là, presque ce que j'ai envie de dire, c'est de donner un rendez-vous peut-être dans 1 an, quand on aura fait cette évaluation à une échelle plus représentative, dans laquelle on a la possibilité de plus contrôler les différences entre les conditions anaérobie et aérobie sur la hauteur, pour pouvoir donner ces éléments de réduction. Merci Yannick.